Je m'appelle Corentin Perrault, je suis kinésithérapeute et aujourd'hui on va prendre ensemble l'exemple d'une patiente que j'ai pu accompagner en soins, qu'on va appeler Valentine, pour discuter ensemble du syndrome de la queue de cheval. Comme lors de n'importe quelle première séance de bilan en kiné, Valentine me raconte son histoire et je comprends très rapidement que sa vie est devenue un véritable enfer à partir du moment où on a posé sur son front le diagnostic de fibromyalgie. Lors de la prise en charge, Valentine a 57 ans et elle se plaint de douleurs irradiantes, de fourmis, de brûlures, de décharges électriques dans les deux membres inférieurs et de perte de force lors de la station debout et ou lors de marches qui peuvent durer relativement longtemps pour elle. Toutes ces douleurs ont, comme vous vous en doutez, un impact fort sur sa qualité de vie et l'ont poussée à quitter son travail et à arrêter certaines des activités qu'elle aimait pratiquer au quotidien. Évidemment, les douleurs de Valentine l'ont amenée à consulter par le passé divers professionnels de santé. On pourra citer notamment un neurologue, un neurochirurgien, un rhumatologue, un chirurgien orthopédique et sûrement beaucoup d'autres professionnels de santé que j'oublie sur le versant paramédical. Rendu un peu plus loin au cours de notre première séance, on réalise avec Valentine l'examen clinique neurologique et on se rend assez rapidement compte qu'elle présente une neuropathie distale bilatérale partiellement réversible en flexion lombaire. Pour ceux qui ne seraient pas forcément à l'aise avec l'examen clinique neurologique, je vais mettre une vidéo qui vous montre que finalement la fonction neurologique de Valentine s'améliore en flexion lombaire et se dégrade en extension. On décide en accord avec Valentine de démarrer les soins et très rapidement, on note une amélioration des douleurs, de la force musculaire qu'elle peut avoir dans les jambes et de son périmètre de marche. Mais tout ça, c'est jusqu'au jour où elle me rapporte un épisode d'incontinence urinaire et fécale à la suite d'une de nos séances. J'avais alerté Valentine lors de la première séance pour lui dire que si jamais ce genre de signes et symptômes étaient amenés à se produire dans son quotidien, il ne fallait pas qu'elle perde de temps et qu'elle file aux urgences, chose qu'elle a faite. Arrivée aux urgences, elle en est ressortie avec un Doliprane et une nouvelle explication à ses incontinences urinaires et fécales, la fibromyalgie. Avant d'aller un peu plus loin avec vous dans cette histoire, j'ai décidé de ponctuer ce cas clinique avec les données de la littérature qu'on a à notre disposition pour comprendre au mieux le syndrome de la queue de cheval. Pour l'introduire justement, il est difficile de faire le tri à l'heure actuelle puisque plus de 17 définitions sont aujourd'hui recensées dans la littérature lorsque l'on souhaite définir le syndrome de la queue de cheval. Nous retiendrons aujourd'hui celle de Fraser et ses collaborateurs qui définissent le syndrome de la queue de cheval comme un diagnostic clinique, et j'insiste, clinique, résultant du dysfonctionnement d'une ou plusieurs racines nerveuses sacrées, généralement accompagnées par des signes et symptômes tels que le dysfonctionnement vésical sphinctérien, la perte de sensibilité en selle et ou des dysfonctions sexuelles comme des troubles de l'érection. Face à tous ces signes et symptômes, la compression radiculaire est à ce jour la composante principale que le corps médical veut rechercher au travers d'imageries comme l'IRM par exemple. Mais cette étiologie compressive n'est pas la seule à pouvoir causer un syndrome de la queue de cheval, faisant donc parfois oublier d'autres étiologies, comme celles que vous pouvez apercevoir dans le tableau de gauche. Les références que je vais citer au cours de cette vidéo vous seront listées dans la description et je vous laisse faire pause si jamais vous souhaitez prendre le temps de lire chaque diapositive à votre rythme. Contrairement à ce qui m'avait été enseigné en école de kiné, le syndrome de la queue de cheval n'est pas toujours décrit comme étant brutal et d'apparition rapide. Lavie et ses collaborateurs ont recensé un troisième phénotype, un troisième sous-groupe de patients atteints du syndrome de la queue de cheval, dont l'apparition est à l'inverse des deux premiers, lente et progressive, la plupart du temps en lien avec une sténose spinale. Ce qui fait du sens évidemment de par la nature dégénérative de la pathologie. Le principal facteur contribuant à l'atteinte des racines de la queue de cheval est, comme pour de nombreuses neuropathies périphériques compressives, l'ischémie, sous-produit d'une compression qui se veut parfois brutale et parfois progressive en fonction du mécanisme encouru. Les patients ayant subi un syndrome de la queue de cheval d'apparition brutale via une ischémie massive ont un moins bon pronostic de récupération que ceux dont l'ischémie des racines de la queue de cheval est lente et progressive, illustrant ainsi le rôle que peut jouer le plan vasculaire dans le développement et la récupération post-syndrome de la queue de cheval. Todd et ses collaborateurs ont mis en place une sorte de hiérarchie dans l'apparition des signes et des symptômes du syndrome de la queue de cheval, faite pour nous guider, nous, thérapeutes, au cabinet lorsqu'on examine un patient. En tout premier, les auteurs mentionnent un déficit neurologique bilatéral, déficit présent lors de l'examen neurologique que j'ai pu réaliser chez Valentine, sûrement présent d'ailleurs depuis des années. Les auteurs mentionnent ensuite l'apparition de signes et symptômes vésico-sphinctériens, puis d'incontinence, qu'elle soit urinaire ou fécale. La présence de tous ces marqueurs chez Valentine aurait probablement pu lui faire gagner un temps précieux s'ils avaient été évalués plus tôt au cours de son parcours de soins. Lorsque Valentine revient en séance de kiné après son passage aux urgences, les épisodes d'incontinence urinaire et fécale qu'elle m'avait précédemment décrits ne sont plus d'actualité, comme si tout ça s'était résorbé.
Je décide d'écrire un courrier à son médecin traitant qui par la suite l'adressera en urgence pour réaliser un IRM lombaire et l'adresse également en consultation en neurochirurgie. L'IRM que réalisera par la suite Valentine en urgence démontrera une sténose spinale lombaire de grade B selon la classification de Chizas qui fait aujourd'hui référence pour classifier la morphologie des canaux lombaires étroits. Valentine est donc par la suite adressée en consultation de neurochirurgie et le neurochirurgien réalise son examen clinique neurologique en position assise, et ça aura son importance plus tard, on y reviendra, et lit par la suite les résultats de l'IRM de Valentine. Le neurochirurgien annonce à Valentine que la compression médulaire visible à l'IRM et les résultats de l'examen neurologique qu'il vient de réaliser avec elle ne sont pas pour lui suffisants pour envisager une intervention chirurgicale. Il finit par lui prescrire un IRM médulaire pour s'assurer qu'aucune compression plus proximale ne serait à l'origine du syndrome de la queue de cheval et insiste sur le fait que les incontinences perçues par la patiente peuvent être la résultante, là encore, de la fibromyalgie. On va revenir ensemble sur un des points soulevés par le neurochirurgien en s'appuyant sur des données relatives aux critères radiologiques diagnostiques des sténoses spinales. Accrochez-vous pour cette partie de la vidéo qui n'est, je vous l'accorde, pas la plus palpitante, mais qui est profondément utile pour qu'on puisse bien comprendre la suite. La taille de section transversale du canal médulaire et du sac dural est un critère fréquemment utilisé pour statuer de la sévérité d'une sténose spinale et de son retentissement sur la fonction nerveuse, radiologiquement parlant. Majidi et ses collaborateurs décrivent 77,5 mm² ou moins comme étant la taille de section transversale du canal médulaire lombaire positivement associée au diagnostic de sténose spinale symptomatique. On retrouve également dans la littérature d'autres papiers qui font état de 75 mm² ou moins. On observe également une forte corrélation entre la surface de section transversale du canal médulaire lombaire et la présence de claudication neurogénique, symptôme notamment décrit par Valentine lors de la marche. Chizas et collaborateurs décrivent quant à eux une classification morphologique des canaux lombaires selon 4 grades A, B, C et D. Les grades A et B ne nécessitent en général pas d'intervention chirurgicale et bénéficient d'un traitement conservateur initial, là où les sténoses spinales classées C et D sont généralement non répondantes au traitement conservateur et donc adressées en chirurgie. C'est en partie sur cette classification morphologique que le neurochirurgien s'est appuyé pour se refuser à opérer Valentine, alors que le traitement conservateur était en échec jusqu'ici. On peut, à ce stade de la vidéo, se questionner légitimement sur la pertinence des indicateurs radiologiques qu'on utilise pour statuer ou non de la nécessité d'une intervention chirurgicale. Selon la classification de Chizas, la sténose spinale lombaire qu'on observerait chez Valentine ne serait pas suffisante pour expliquer un potentiel syndrome de la queue de cheval compressif. Pour en savoir plus, on va maintenant zoomer sur le plan microvasculaire, notamment sur l'ischémie radiculaire et la congestion veineuse, deux paramètres qui ont un rôle important dans la genèse du syndrome de la queue de cheval. On sait aujourd'hui que l'ischémie artérielle radiculaire et la congestion veineuse sont deux puissants facteurs responsables de la perte de fonction d'un nerf qu'on appelle neuropathie. La compression radiculaire, peu importe son origine, peut aboutir à la formation d'œdème intraneural ainsi qu'à la réduction du débit sanguin au sein du ganglion dorsal rachidien. Ce que l'on sait moins, c'est que ces changements microcirculatoires ne sont pas toujours irréversibles au sein d'un nerf, et au contraire même, ils peuvent dans certains cas n'être que transitoires. C'est ce qu'ont démontré Takamori et collaborateurs lorsqu'ils évaluent le lien entre compression radiculaire, ischémie radiculaire et la fonction neurologique en pré- et en post-opératoire chez des patients présentant une compression radiculaire discale. La fonction neurologique s'est, tout comme la vascularisation radiculaire, nettement améliorée post-dissectomie chez ces patients. La fonction du nerf peut donc, selon ces travaux, être considérablement modifiée par la qualité de la microcirculation au sein de ce dernier. La perte de fonction d'un nerf se positionne donc comme réversible dans certaines situations, faisant du tissu nerveux, comme tout tissu au sein du corps humain, un tissu adaptable et résilient, jusqu'à un certain point évidemment. Si l'on rapproche maintenant ces données d'une étiologie comme le canal lombaire étroit, présent chez Valentine, Kobayashi et collaborateurs ont démontré une réduction de l'apport vasculaire aux racines de la queue de cheval et la présence de congestion veineuse chez une population présentant une sténose spinale symptomatique via des injections de produits de contraste gadolinés aux racines de la queue de cheval observées à l'IRM. La compression induite par la sténose spinale engendre donc une diminution de la microcirculation radiculaire, le tout contribuant à la perte de fonction de cette dernière et parfois à des douleurs neurogènes. Par ailleurs, la congestion veineuse, augmentée par le différentiel de pression artério-veineuse debout en charge,
serait une des explications avancées par les auteurs pour expliquer la présence de claudication neurogénique à la marche dans le cadre d'une sténose spinale symptomatique. Si on résume maintenant les éléments à notre disposition concernant Valentine, on sait via l'examen neurologique clinique qu'on a réalisé qu'elle présente une neuropathie distale bilatérale, partiellement améliorée en flexion lombaire et dégradée en extension. On sait également que son périmètre de marche s'est considérablement réduit ces dernières années, qu'elle souffre de douleurs irradiantes dans les membres inférieurs et de claudication neurogénique. Récemment, Valentine a également décrit des épisodes d'incontinence urinaire et fécale. À l'issue de tous ces éléments, un IRM lombaire a montré la présence d'une sténose spinale de grade B selon la classification de Chizas, qui ne serait pas suffisamment sévère pour expliquer un syndrome compressif de la queue de cheval. On sait également que la microcirculation joue un rôle déterminant dans la fonction du tissu nerveux et qu'une neuropathie peut être en partie réversible selon les contraintes dynamiques qui sont appliquées sur le tissu nerveux. Ce qui nous reste à comprendre maintenant, c'est pourquoi l'épisode d'incontinence urinaire et fécale décrit par Valentine semblait transitoire et réversible, tout comme sa fonction neurologique qui semble améliorer en flexion lombaire. Pour le savoir, on va aller puiser du côté de l'imagerie positionnelle. Lowe et ses collaborateurs ont mesuré chez 70 patients présentant une sténose spinale symptomatique tout un tas de données, comme la surface de section du canal médulaire et du sac dural, le périmètre de marche, l'intensité de la claudication neurogénique et d'autres indicateurs, le tout en corrélation avec les résultats observés à l'IRM debout versus l'IRM réalisé en position allongée. Résultat, ils observent une réduction d'environ 30% de la surface de section du canal médulaire et du diamètre antéro-postérieur du sac dural entre une IRM réalisée debout en charge versus en position allongée chez les patients présentant un périmètre de marche inférieur à 500 mètres. Ces données nous renseignent quant au caractère dynamique du rachis lombaire et à son impact sur la fonction nerveuse des patients. Le pourcentage de réduction du sac dural observé à l'IRM debout en charge est davantage corrélé au périmètre de marche et à l'intensité des douleurs neurogènes décrites par les patients que les données recueillies via l'IRM standard réalisé allongé. Voilà donc une des raisons pour lesquelles les résultats de l'IRM de Valentine pouvaient laisser paraître une discordance radioclinique, c'est-à-dire une différence entre ce que l'on pouvait observer cliniquement chez la patiente et les résultats de son IRM. Le tout invitant le neurochirurgien à la précaution et donc à ne pas l'opérer. La réalisation d'une imagerie debout en charge chez Valentine aurait probablement démontré une réduction significative de la surface de section du canal médulaire et possiblement une réduction du fourreau dural, le tout laissant donc basculer Valentine vers une indication chirurgicale. Voilà également une des limites des indicateurs radiologiques comme le Chizas qui ne prennent pas en compte la nature dynamique du comportement du rachis lombaire. C'est cette même nature dynamique des éléments qui composent le rachis lombaire qui explique pourquoi l'examen neurologique clinique effectué par le neurochirurgien, qui je le rappelle a été réalisé en position de flexion lombaire, n'ont pas mis en avant de perte de fonction franche chez Valentine, puisque la flexion lombaire améliorait de manière transitoire la fonction de cette dernière. Se pose maintenant un problème évident, c'est que tous les patients ne peuvent pas avoir accès à une imagerie positionnelle, puisque la France n'en compte que quelques exemplaires à l'heure actuelle. Pour pallier à ce problème, Fang et ses collaborateurs ont testé un dispositif de charge axiale, c'est-à-dire une charge appliquée au patient lors d'une IRM effectuée allongée afin de simuler la gravité. Les résultats qu'ils obtiennent sont très encourageants puisqu'ils ont, tout comme pour un examen réalisé en IRM debout en charge, permis de mettre en évidence une réduction significative du diamètre antéro-postérieur du sac dural. Ebelka et collaborateurs nous montrent ici à quoi ce type de dispositif peut ressembler sur la photo de gauche. Il s'agit simplement d'une plaque positionnée au pied du patient par laquelle une charge axiale est appliquée lors de la réalisation de l'IRM. À titre indicatif, les auteurs ont démontré dans ce papier que la charge axiale modifiait le comportement des foramen intervertébraux chez 92% des 98 patients testés. Toujours concernant l'imagerie positionnelle, la radiographie en charge a détecté 38% d'antérolisthésis contre seulement 20% pour l'IRM allongé, au sein d'une population de 143 patients adressés pour une suspicion de canal lombaire étroit, ce qui démontre là encore la nécessité du choix de l'examen réalisé. Se pose donc ici la nécessité de choisir avec précaution l'examen qu'on souhaite faire réaliser au patient dans le cadre d'un syndrome de la queue de cheval. Un autre type d'acquisition à l'IRM aurait également pu être utile dans l'évaluation de Valentine. L'imagerie à tenseur de diffusion se positionne comme étant un type spécifique d'acquisition à l'IRM dont l'objectif est d'observer le déplacement des molécules d'eau, ici au sein des racines nerveuses, mais on peut également le faire au sein de la moelle et ou du cerveau.
Deux indicateurs sont aujourd'hui principalement recueillis. Le ratio d'anisotropie fractionnelle qu'on note de 0 à 1, 0 renvoyant à un tissu dont les molécules d'eau ne diffusent pas correctement, pour faire simple, et 1 étant un tissu au sein duquel les molécules d'eau diffusent correctement. Typiquement, vous pouvez voir sur l'image de gauche, réalisée auprès de patients présentant une neuropathie en lien avec une sténose foraminale, l'absence de diffusion visible sur la racine L5 lors de l'acquisition, témoignant de l'altération de la microstructure de cette dernière. Le deuxième indicateur mesuré est le coefficient de diffusion apparente, coefficient permettant d'apporter une mesure de l'amplitude de diffusion des molécules d'eau au sein du tissu. Plus ce coefficient est élevé, moins la diffusion des molécules d'eau au sein du tissu nerveux est bonne. L'imagerie par tenseur de diffusion est donc un moyen d'évaluation quantitative efficace de la microvascularisation nerveuse. Norimoto et ses collaborateurs ont en ce sens démontré une atteinte de la vascularisation radiculaire chez 27 patients adressés pour un canal lombaire étroit. Le ratio d'anisotropie fractionnelle et le coefficient de diffusion apparente sont dans cette étude positivement corrélés au grade Chizas, à la réduction de la surface de section du canal médulaire, mais aussi et surtout à des paramètres cliniques comme la présence de claudication neurogénique et la présence de dysfonction vésico-sphinctérienne. Petite particularité dans cette étude, les valeurs du ratio d'anisotropie fractionnelle et celles du coefficient de diffusion apparente sont inversées par rapport à ce que l'on retrouve normalement dans des conditions pathologiques. Les auteurs mentionnent qu'au sein d'une sténose spinale, la diffusion des molécules d'eau est restreinte, provoquant ainsi une diminution du coefficient de diffusion apparente en lien avec une dispersion anisotrope accrue et par conséquent une augmentation du ratio d'anisotropie fractionnelle. Wang et collaborateurs ont très récemment apporté une donnée manquante à l'évaluation par tenseur de diffusion, la composante dynamique. En évaluant à l'imagerie par tenseur de diffusion 105 patients atteints de myélopathie cervicale dégénérative en flexion, extension et position neutre cervicale, les auteurs ont mis en avant une variation du ratio d'anisotropie fractionnelle et du coefficient de diffusion apparente, soulignant là encore l'importance de l'évaluation dynamique. Les données recueillies via les différentes positions cervicales ont également permis de préciser les étages à cibler lors de la chirurgie. Ce genre d'étude dynamique n'est malheureusement pas encore disponible sur les pathologies du système nerveux à l'étage lombaire, bien que l'on connaisse sensiblement les résultats à l'avance. En l'absence d'imagerie positionnelle, l'évaluation quantitative de la microcirculation radiculaire à travers l'imagerie à tenseur de diffusion est donc un outil pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer l'intégrité vasculaire radiculaire, comme cela peut être le cas par exemple pour un syndrome de la queue de cheval. Pour finir cette vidéo, si je devais résumer rapidement les points qui me semblent importants à avoir en tête lorsque l'on considère un syndrome de la queue de cheval, le premier serait d'envisager la nature dynamique et transitoire de ce dernier. Le syndrome de la queue de cheval n'est donc pas toujours on-off comme j'ai pu l'apprendre lors de mes études, mais bien dynamique et parfois réversible en fonction des contraintes positionnelles appliquées sur le système nerveux. Ce même comportement dynamique qui nous invite à la précaution lors de l'interprétation des résultats d'imagerie qui se veulent eux aussi largement influencés par la position et la charge appliquées sur le système nerveux lors de la réalisation de l'examen. Deuxième point qui me semble important à retenir, les paramètres microcirculatoires, et notamment l'ischémie radiculaire et la congestion veineuse, jouent un rôle primordial dans la physiopathologie du syndrome de la queue de cheval et nécessitent de choisir avec précision les examens qu'on veut faire réaliser aux patients. Troisième et dernier point, le syndrome de la queue de cheval se veut clinique dans sa définition et par conséquent clinique dans son évaluation, d'où la nécessité de comprendre et de savoir interpréter l'examen neurologique positionnel qui reste à l'heure actuelle un des meilleurs outils que nous avons à notre disposition pour évaluer l'intégrité du système nerveux du patient. Faute de confiance en notre système de santé, Valentine a décidé de ne pas poursuivre son parcours de soins. Nous avons ensemble réussi pour le moment à stabiliser son état neurologique via la rééducation qu'elle poursuit à l'heure actuelle en salle de sport. Transition toute trouvée pour vous parler du e-learning qui sortira prochainement en collaboration avec SRP Formation, dans lequel vous retrouverez toutes les informations nécessaires à la compréhension et l'interprétation de l'examen clinique neurologique et de la programmation, de l'entraînement et des exercices dans le cadre de la prise en charge des patients qui présentent des troubles du système nerveux. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la, commentez-la et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram sur lequel on partage également pas mal de contenu. Merci à vous et à bientôt.